Bonjour tout le monde, aujourd'hui je donne suite à la vidéo précédente dans laquelle je vous ai présenté la diode EN4148. Quelques-unes de ces diodes combinées à ECD4017 permettent de créer un effet très connu dans une série télévisée, à savoir K2000. Cette vidéo vous expliquera le fonctionnement ainsi que le montage pas à pas de ce circuit. Le circuit présenté ici repose sur la même base que le montage de la première partie du chenillard, dont le lien vers cette vidéo est en description. Il est composé de NE555 monté en instable, utile pour créer le signal d'horloge du CD4017, permettant à celui-ci d'incrémenter ses sorties. Les sorties du CD4017 sont matérialisées par les lettres rouges. Le potentiomètre permet d'ajuster la fréquence du signal d'horloge, ce qui modifie la vitesse de l'animation des LED. Les diodes EN4148 ne sont pas présentes par hasard. Celles-ci permettent de créer l'animation des LED, ce que nous verrons plus loin. Prenons connaissance du schéma de principe. Comme le montre celui-ci, j'utilise des LED rouges pour visualiser les sorties du CD4017. Au moment de la mise sous tension, la sortie du NE555 se met à osciller entre un niveau haut et un niveau bas. Cette oscillation crée le signal d'horloge du CD4017. À chaque front montant au niveau de l'entrée d'horloge, soit de la broche 14 du CD4017, le compteur incrémente ses sorties. Cependant, nous apercevons qu'il n'y a que 6 LED alors que les 10 sorties du circuit intégré sont utilisées. C'est là qu'interviennent les 8 diodes EN4148. En effet, en reprenant les sorties dans l'ordre, c'est d'abord la première LED qui s'allume. Ensuite, c'est la seconde LED par l'intermédiaire de la diode DE, puis la LED 3 via D3, LED 4 via D6, LED 5 via D7, puis la LED 6. À cet instant, à chaque front montant sous l'entrée d'horloge, le compteur incrémente toujours ses sorties. Ainsi, c'est de retour la LED 5, mais cette fois via la diode 8. Ensuite, c'est la LED 4 via D6, LED 3 via D4, LED 2 via D2. À ce moment, les 10 sorties ont été incrémentées. Le prochain signal d'horloge fera allumer à nouveau la LED E. Cette séquence se répète indéfiniment. Nous remarquons que les LED 2 à 5 sont reliées aux cathodes de 2 diodes. En effet, comme elles sont reliées à 2 sorties différentes du CD4017, l'utilisation des diodes est importante. Elles servent à éviter qu'une sortie fasse entrer du courant dans une autre sortie, lorsqu'elles éclairent une LED. Ainsi, elles permettent de bloquer le courant inverse en centralisant le signal sur les LED. Enfin, pour ce qui concerne le reste du circuit, les composants sont les mêmes que ceux de la première partie du montage du chenillard. Donc, si vous voulez comprendre le fonctionnement de cette partie, un lien vers la vidéo du fonctionnement de ce montage se trouve dans la description. La seule différence est qu'il n'y a plus le bouton poussoir servant à remettre le compteur à 0. J'ai également retiré la LED verte et sa résistance de limitation qui était reliée à la sortie du NE555. En outre, le schéma de principe n'est qu'une adaptation du circuit du chenillard. À présent, je vais monter petit à petit le circuit, tout en vous expliquant le comportement de celui-ci. Commençons par les formules mathématiques de la partie constituée de la stable. Voyons le calcul pour définir la fréquence d'oscillation de la stable. Cette fréquence est définie par la valeur du condensateur C3 et des résistances RE, R2 et R3. J'ai utilisé une formule toute faite que l'on peut retrouver dans la documentation technique du NE555. Ainsi, la fréquence d'oscillation est calculée via la formule suivante. F est égal à 1,44 divisé par l'ensemble RA plus 2 fois RB, le tout multiplié par C. F est la fréquence en Hz, 1,44 est une constante, RA est la valeur de la résistance RE en ohm,
2RB correspond à la valeur en ohms de l'ensemble R2 et R3, le tout multiplié par 2. Et C est la valeur du condensateur C3 en farad. Calculons en premier la fréquence d'oscillation du NE555 lorsque la valeur du potentiomètre, soit R2, est à son maximum. Celle-ci est reliée en série avec la résistance R3, la valeur de ces deux résistances s'additionne. F est égal à 1,44 divisé par l'ensemble 10 000 ohms plus 22 000 ohms, le tout multiplié par 0,00010 farad. Donc 1,44 divisé par 32 000 ohms fois 0,00010 farad, soit 1,44 divisé par 0,32, ce qui donne une fréquence d'oscillation de 4,5 Hz lorsque la valeur de la résistance R2 est à son maximum. Calculons ensuite la fréquence d'oscillation du NE555 lorsque la valeur du potentiomètre, soit R2, est à son minimum, soit environ 0 ohm. F est égal à 1,44 divisé par 10 000 ohms plus 2000 ohms, le tout multiplié par 0,00010 farad. Donc 1,44 divisé par 12 000 ohms fois 0,00010 farad, soit 1,44 divisé par 0,12, ce qui donne une fréquence d'oscillation d'environ 12 Hz lorsque la valeur de la résistance R2 est à son minimum. Après avoir calculé la fréquence d'oscillation du NE555, nous pouvons monter la stable sur une platine d'expérimentation. Cependant, la liste des composants sera décrite en fin de vidéo. Mais avant, observons le schéma d'implantation de cette partie. Comme nous pouvons le voir, la stable est composée d'un NE555, d'un condensateur de découplage de 100 nanofarad, d'un condensateur de 10 nanofarad servant à stabiliser le NE555, d'un condensateur polarisé de 10 microfarad, d'une résistance de 10 kΩ, d'une résistance de 1 kΩ et d'un potentiomètre de 10 kΩ. Procédons à présent au montage de la partie instable du circuit. Par facilité, les fils de connexion du potentiomètre sont déjà présents sur la platine. Commençons par placer le NE555 sur la breadboard. Par la même occasion, le long fil de connexion du potentiomètre est relié à la broche 7 du circuit intégré. On relie les broches 4 et 8 au rail de la tension d'alimentation VCC et la broche 1 à la masse. Ensuite, on relie les broches 2 et 6 ensemble. Il ne nous reste plus qu'à placer les composants autour du NE555. Ainsi, on commence par relier un condensateur de 100 nanofarad en parallèle aux broches 1 et 8 du NE555. Insérons le potentiomètre, la broche de gauche sur le fil vert relié à la broche 7 du NE555 et les deux autres broches sont reliées entre elles par le petit fil marron. On insère une résistance de 10 kΩ entre la broche 7 du circuit intégré et la tension d'alimentation. On continue en plaçant une résistance de 1 kΩ entre la broche 6 du NE555 et l'extrémité droite du potentiomètre. Enchaînons en reliant un condensateur de 10 nanofarad entre la broche 5 et la masse. Connectons le condensateur de 10 microfarad entre la broche 2 du NE555 et la masse, en faisant attention au sens de branchement de celui-ci. Finalement, il ne reste plus qu'à relier l'alimentation. Pour l'essai de ce circuit, j'ai relié à la sortie du NE555 une LED afin d'avoir un visuel du comportement du montage. Lorsqu'on place le circuit sous tension, la sortie du NE555 se met à osciller entre un état bas et un état haut. Ainsi, la LED se met à clignoter. En faisant tourner la commande du potentiomètre, on fait varier la vitesse d'oscillation du NE555. À présent, nous en avons terminé avec la partie instable du montage. Dans cette vidéo, je ne relèverai pas les signaux parcourant le circuit à l'oscilloscope.
En effet, ceux-ci ont été relevés dans la vidéo du fonctionnement de la première partie du chenillard, dont je le rappelle, le lien se trouve en description. À présent, voyons le calcul nécessaire pour définir la résistance de limitation des LED. Par rapport au circuit du chenillard, il y a une différence. En effet, ici, il y a des diodes EN4147 entre les LED et les sorties. Par conséquent, ces diodes créent une chute de tension qu'il ne faudra pas ignorer dans le calcul. Cependant, deux LED n'ont pas de diodes reliés en série. Commençons par le calcul de la résistance pour ces deux LED. RLED est égal à UOUT moins ULED, le tout divisé par ILED. Où RLED est la résistance à relier au LED, UOUT est la tension présente aux sorties du CD4017, ULED est la tension dont les LED ont besoin pour fonctionner, et ILED est l'intensité parcourant les LED. En ce qui concerne la tension de fonctionnement des LED, mon testeur de composants m'a affiché une valeur de 1,91 volts. Pour ce qui est de l'intensité parcourant les LED, les sorties du CD4017 peuvent débiter un courant maximum de 2,6 mA. Par conséquent, c'est cette valeur d'intensité qui parcourra les LED. En appliquant la formule avec la valeur des composants, nous trouvons le résultat suivant. RLED est égal à 9 volts moins 1,91 volts, le tout divisé par 0,0026 A, soit 7,09 volts divisé par 0,0026 A, ce qui donne une valeur de résistance à relier au LED d'environ 2727 ohms. Si vous utilisez comme moi des résistances ayant une tolérance de 5%, la valeur la plus proche de 2727 ohms est 2700 ohms, soit 2,7 kΩ. Si vous utilisez des résistances ayant une tolérance de 1%, la valeur la plus proche de 2727 ohms est 2740 ohms, soit 2,74 kΩ. Afin de nous assurer du choix de ces valeurs de résistance, calculons l'intensité parcourant les LED avec celle-ci. Commençons avec la résistance de 2,7 kΩ à 5% de tolérance. ILED est égal à UOUT moins ULED, le tout divisé par RLED. Donc 9 volts moins 1,91 volts, le tout divisé par 2700 ohms. Soit 7,09 volts divisé par 2700 ohms, ce qui donne une valeur d'intensité traversant les LED d'environ 0,0026 A, soit 2,6 mA, avec la résistance de 2,7 kΩ à 5% de tolérance. Calculons l'intensité avec la résistance de 2,74 kΩ à 1% de tolérance. ILED est égal à UOUT moins ULED, le tout divisé par RLED, donc 9 volts moins 1,91 volts, le tout divisé par 2740 ohms, soit 7,09 volts divisé par 2740 ohms, ce qui donne une valeur d'intensité traversant les LED d'environ 2,6 mA avec la résistance de 2,74 kΩ à 1% de tolérance. Enchaînons avec le calcul de la résistance de limitation des LED reliée en série au diode EN4148. Celle-ci est calculée à l'aide de la formule suivante. RLED est égal à UOUT moins ce que j'appelle UDiode moins ULED, le tout divisé par ILED. Où RLED est la résistance à relier au LED, UOUT est la tension présente aux sorties du CD4017, UDiode est la chute de tension créée par les diodes EN4148, ULED est la tension dont les LED ont besoin pour fonctionner, et ILED est l'intensité parcourant les LED. Concernant la chute de tension créée par les diodes EN4148, qui n'est rien d'autre que leur tension de seuil, et comme expliqué dans la vidéo de présentation de cette diode, elle s'élève à 0,7 volts, vu que l'intensité débitée par les sorties du CD4017 s'élève à 2,6 mA. En appliquant la formule avec la valeur des composants, nous trouvons le résultat suivant. RLED est égal à 9 volts moins 0,7 volts moins 1,91 volts, le tout divisé par 0,0026 A, soit
6,39 volts divisé par 0,0026 ampères, ce qui donne une valeur de résistance à relier au LED d'environ 2458 ohms. Pour des résistances ayant une tolérance de 5%, la valeur la plus proche de 2458 ohms est 2400 ohms, soit 2,4 kΩ. Cependant, ne disposant pas de cette valeur, j'utilise une résistance de 2700 ohms, soit 2,7 kΩ. Pour des résistances ayant une tolérance de 1%, la valeur la plus proche de 2458 ohms est 2490 ohms, soit 2,49 kΩ. Afin de nous assurer du choix de ces valeurs de résistance, calculons l'intensité parcourant les LED avec celle-ci. Commençons avec la résistance de 2,7 kΩ à 5% de tolérance. I-LED est égal à 9 volts moins 0,7 volts moins 1,91 volts, le tout divisé par 2700 ohms, soit 6,39 volts divisé par 2700 ohms, ce qui donne une valeur d'intensité traversant les LED d'environ 2,4 mA avec la résistance de 2,7 kΩ à 5% de tolérance. Calculons l'intensité avec la résistance de 2,49 kΩ à 1% de tolérance. Donc, I-LED est égal à 9 volts moins 0,7 volts moins 1,91 volts, le tout divisé par 2490 ohms, soit 6,39 volts divisé par 2490 ohms, ce qui donne une valeur d'intensité traversant les LED d'environ 2,6 mA avec la résistance de 2,49 kΩ à 1% de tolérance. Suite à ces calculs, nous observons que l'écart n'est pas énorme entre la valeur de la résistance de limitation des LED reliée avec une diode et celle des autres LED. Aussi, puisque le CD4017 peut activer qu'une seule sortie à la fois, on peut utiliser qu'une résistance pour toutes les LED, dont la valeur est de soit 2,7 kΩ pour une résistance à 5% de tolérance, soit 2,74 kΩ pour une résistance de 1% de tolérance. Après avoir calculé la résistance de limitation des LED, nous pouvons monter la partie compteur sur une platine d'expérimentation. Mais avant, observons le schéma d'implantation de cette partie. Comme nous pouvons l'observer sur le schéma d'implantation, j'ai ajouté un CD4017, un condensateur de 100 nF, 8 diodes EN4148, 6 LED et une résistance de 2,7 kΩ. Concernant les fils de connexion, j'ai essayé de les organiser de façon à ce que le schéma soit assez lisible. À présent, il est temps de monter la dernière partie du circuit. Commençons par retirer la LED et sa résistance de limitation. Présentons les fils de connexion de la sortie du NE555, soit la broche 3, vers l'entrée d'horloge du CD4017 qui est la broche 14. Plaçons ensuite le circuit intégré. Relions la broche 16 à la tension d'alimentation. Connectons ensuite les broches 8, 13 et 15 à la masse. Plaçons ensuite un condensateur de 100 nF entre la broche 16 et la masse. Ensuite, insérons les diodes sur la platine. Remarquez que je les mets toutes dans le même sens. Relions les cathodes 2 par 2. Maintenant, plaçons toutes les LED. Je place les cathodes de celle-ci vers le bas. Relions toutes les cathodes ensemble. Ensuite, relions la résistance de 2,7 kΩ entre la cathode des LED et la masse. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à relier les diodes et les LED aux sorties du CD4017. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez relier l'alimentation au circuit.
Une fois que le circuit est terminé et que vous avez vérifié toutes les connexions, vous pouvez placer le montage sous tension. Dès cet instant, les LED commencent à s'éclairer l'une après l'autre. En faisant tourner la commande du potentiomètre, on fait varier la vitesse de l'animation lumineuse. Prenons connaissance de la liste des composants dont nous avons besoin pour reproduire ce montage. Nous aurons besoin d'un circuit intégré NE555, un circuit intégré CD4017, une résistance de 1 kΩ pour des résistances de 5%, les anneaux sont marron, noir, rouge, or, et pour des résistances de 1%, les anneaux sont marron, noir, noir, marron, marron. Une résistance de 10 kΩ, pour des résistances de 5%, les anneaux sont marron, noir, orange, or, et pour des résistances de 1%, les anneaux sont marron, noir, noir, rouge, marron. Une résistance dont la valeur dépend de la tolérance de celle-ci, de soit 2,7 kΩ à 5% dont les anneaux sont rouge, violet, rouge, or, soit 2,74 kΩ à 1% de tolérance dont les anneaux sont rouge, violet, jaune, marron, marron. Il faudra un potentiomètre de 10 kΩ, 8 diodes de type AN4148, 6 LED rouges de 3 mm de diamètre, 2 condensateurs céramiques ou plastiques de 100 nanofarad, un condensateur céramique ou plastique de 10 nanofarad, un condensateur électrochimique de 10 microfarad, une breadboard, des fils de connexion et une source de tension continue de 9 volts, cela peut être une pile ou une alimentation de laboratoire. Nous arrivons au terme de cette vidéo dans laquelle je vous ai expliqué le fonctionnement et montré le montage pas à pas du chenillard à effet K2000. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai un nouveau composant. Si vous souhaitez être averti de la sortie de cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et le plus important pour moi, c'est d'avoir vos retours en commentaire. Comme d'habitude, toutes les sources et le lien Google Drive permettant d'accéder au script de cette vidéo ainsi qu'au schéma se trouvent dans la description. Tout en vous souhaitant de très bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Électronique. Bye!